Bonjour, je vais continuer avec les histoires de Monsieur Hamilton et son corps gauche des quaternions. Alors, je vais suivre à la fois Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie, bon, comme ça, parce que c'est dans ce livre, dans le chapitre 7 finalement, et en même temps l'épreuve de l'école normale supérieure 2023, l'épreuve A, de l'ENS. En fait, les deux se suivent. Je ne dis pas qu'il y a plagiat, pas du tout. C'est pas ce que je veux dire. Simplement que, on suit en tout cas les deux la même trame finalement. Alors, voilà où on en était après la première séance sur les quaternions. On a H qui est une sous-algèbre de M de 2C. Il y a une R base, l'identité, ces trois matrices que je vais appeler I, J et K. Alors, il ne faut pas confondre le I, J, K, surtout le I ici de H et le I de C, finalement. Bon. De toute façon, c'est une R sous algèbre. Alors, ce I-là, il n'y a pas de confusion possible. Et on a ces règles de calcul. IJ, c'est moins JI, et c'est égal à K. JK, c'est I, KI, et c'est J, etc. Puis avec toutes les règles d'anticommutation. H, non seulement c'est une sous-algèbre, mais il se trouve que c'est un corps gauche. Tout élément, c'est non commutatif, mais tout élément non nul est inversé. Quand on a petit h, un élément de grand H, il s'écrit donc de la forme x plus yi plus zj plus tk. Alors avec les i, j, k qui sont donnés ici. Alors on va poser h bar égale x moins yi moins zj moins tk, d'accord, de sorte à ce que ça va ressembler aux imaginaires des complexes, d'accord, mais la partie imaginaire de H, c'est le sous-espace de dimension 3, l'hyperplan, engendré par I, J et K. Toujours sur R, le corps de base, c'est R. On remarque que H' bar, ce n'est pas H bar, H' bar, attention, c'est H' bar, H bar. Parce qu'en fait, quand on regarde ça en tant que matrice, ça correspond au transconjugué, à étoile, ce qu'on appelle étoile, où on prend la transposée et on prend la conjuguée. Donc ça inverse la multiplication. Faut faire attention. Maintenant, NH, la norme euclidienne, finalement, sur cette base, c'est exactement H bar. Quand on multiplie H par H bar, avec ces règles-là, on se rend compte que c'est x2 plus y2 plus z2 plus t2. Voilà, donc c'est la norme, ou la norme au carré, si vous préférez. Et elle provient d'un produit scalaire, évidemment. Et si on doit regarder le produit scalaire, x, y, y', z plus tt', eh bien, c'est simplement z bar plus z bar, j'ai oublié de diviser par 2, donc je prends ça, mais je le divise par 2. Sinon, on tomberait sur le double. Ce serait dommage. N de H égale 1. Si et seulement si, finalement, si on doit le regarder en tant que matrice de M2 de C, eh bien H va s'écrire A, B, moins B bar, A bar. Alors ça, c'est tous les éléments de grand H qui s'écrivent comme ça, mais avec la norme, ça correspond au déterminant, module de A carré plus module de B carré égale 1. Je rappelle au passage que le déterminant, c'est exactement la norme, ici, et donc c'est multiplicatif, c'est-à-dire que n de h' égale n de h'. Ça, c'est exactement comme dans C. Et donc, ça, c'est si et seulement si H appartient à SU2. Et SU2, c'est S3. Alors, on pourrait se dire, tout ça est si soudain, tout ça est tout nouveau. Pas tant que ça. En fait, dans C, on avait exactement la même chose. C'est-à-dire que on avait des matrices, deux matrices, comme ça, c'était 1 et I, d'accord. On avait I2 égale moins 1. On avait la norme
ici, mais c'était x au carré plus y au carré, qui correspondait au déterminant des matrices. On avait le bar qui correspondait à la transposée des matrices, et les éléments de norme 1, donc on a un sous-groupe de C étoiles, c'était les éléments de la forme AB moins BA avec A2 plus B2 égale 1, et ça c'était exactement SO2, c'est-à-dire non pas S3 ici, mais S1. Donc finalement c'est ce sur quoi j'ai insisté sur la première vidéo, c'est ce parallélisme où on change juste le O en U. Et donc on change l'équation MM transposée égale identité dans M2 de R par M étoile égale identité dans M2 de C. Et on tombe sur ce corps des quaternes. Oui, donc là on a fini avec le résumé de la première partie. Alors en résumé avec des petits ajouts dont on va se servir après. Mais voilà, on va tout de suite arriver à quoi servent les quaternions. Il faut déjà penser à quoi servent les complexes. Les complexes servent à faire des similitudes, en quelque sorte. Donc la multiplication complexe, c'est en fait une similitude. Donc c'est bien pratique pour le calcul. Et bien là, c'est pareil. On a un premier théorème, on va voir deux théorèmes qui sont là-dedans et là-dedans. Premier théorème, j'appelle S, donc S, c'est ce S3, ce SU2, c'est les éléments, donc c'est la sphère, hein, c'est les éléments de norme 1. Donc entre autres, c'est un sous-groupe, hein, c'est un sous-groupe de H étoile pour la multiplication. Donc j'appelle S cette sphère S3, et je vais aller dans SO de HIM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? HIM, c'est un hyperplan, d'accord? Donc c'est un espace de dimension 3, et il est muni évidemment d'une norme. Oui, la norme de H, il en hérite, hein, finalement, puisque c'est un sous-espace de H. Eh bien, ça va aller dans SO de HIM, c'est-à-dire quelque chose qui est isomorphe en tant que groupe à SO3. Et maintenant, comment on définit cette application? U, un élément de la sphère, on lui associe U, truc, U-1, c'est-à-dire la conjugaison par U. Comment vous le traduisez? Il faut le traduire par on va faire de la géométrie en faisant de la multiplication. C'est exactement ce qu'on fait dans C. Sauf que dans C, on fait du Z donne AZ plus B, et ça nous donne des similitudes, en quelque sorte, des similitudes directes. Il faut mettre un bar pour qu'elles soient indirectes. Et ici, c'est pareil, mais on utilise la conjugaison, qu'on ne pouvait pas utiliser dans C, parce que c'est commutatif, la conjugaison, ça sert à rien. Voilà. Donc, le théorème dit que c'est un morphisme surjectif. Ça, c'est super important. Hein. Surjectif, c'est-à-dire que tout élément de SO3 va être atteint par S. Deux noyaux, 1 moins 1. Donc, quand vous avez un morphisme surjectif, c'est toujours intéressant de voir le noyau. Et là, ça devient intéressant parce que, en plus, on mesure SO3 par rapport à une sphère. Une sphère, c'est quelque chose qu'on connaît bien, même si c'est la sphère S3, donc une sphère de dimension 3 plongée dans un espace de dimension 4. On imagine bien, on part du cercle, ensuite on passe à la sphère de dimension 2, puis après on imagine une espèce de sphère de dimension 3. On a moins de mal à l'imaginer que quand même SO3. Et finalement, il ne lui manque pas beaucoup pour être égal à SO3, il manque ce 1 moins 1. Bien. Alors allons-y pour la preuve. Hein. D'abord, il faut montrer que c'est bien défini. Et je crois que ça, c'est une des parties difficiles avec la surjectivité. Alors, bien défini. Il faut montrer que si H appartient à HIM, alors UHU-1 appartient à HIM aussi. Mais pour montrer que ça appartient à HIM, donc les imaginaires, il suffit de montrer que c'est envoyé sur son opposé par le morphisme, l'antimorphisme bar. Donc on va prendre le bar de UH-1. Comme U est sur la sphère, ça veut dire que U bar est égal à 1. Donc U bar c'est U-1. Donc ici, je mets UH U bar, bar. Maintenant, parce que le bar c'est un antimorphisme, ça fait UH bar U bar. Bon, vous voyez. Donc comme H bar est dans HIM, H bar c'est moins H. Donc ça fait moins UH U bar, et voilà, c'est terminé. Ou si vous préférez
moins UH U-1, ce qui va faire que ce UH U-1 appartient bien à HIM. Ce qui veut dire donc que CU envoie bien HIM sur HIM. Ça ne fait que commencer. Maintenant, il faut montrer que c'est dans O de HIM, c'est-à-dire que ça respecte la norme. Oui, ça c'est normal. Si on fait N de UH U-1, il faut montrer que c'est égal à N de H. Ben oui. Comme la norme est multiplicative, ça fait N de U, N de H, N de U moins 1. N de U c'est égal à 1, donc ça fait N de H. Donc CU est bien dans O de HI. Bien. Maintenant, il faut montrer que le déterminant ici de cet élément de O de HIM est égal à 1 pour avoir SO de HIM. Ben oui, regardez, on va regarder l'application qui va de S dans plus ou moins 1, qui a U donne le déterminant de CU. On sait que c'est bien défini déjà parce que le déterminant d'un élément orthogonal, c'est plus ou moins 1, ça on le sait. Et de plus, cette application est continue. Ici, il n'y a que des multiplications, vous voyez, multiplication, des soustractions, il n'y a même pas de division, vous voyez, parce que faire moins 1, ici, ça revient à faire ça, parce qu'on est dans S. Donc vraiment, il n'y a vraiment aucun problème. C'est continu, c'est des multiplications, voilà, pour la topologie de H, voilà, d'un espace vectoriel sur R de dimension 4, c'est continu. Et le déterminant, il est continu aussi. Donc, on a une application continue, mais ici, c'est S est connexe. Bon, évidemment, c'est connexe par arc. Hein. Prenez un élément U de S et prenez 1, donc 1 qui est dans S, hein, le 1 ici, hein, ce H égale 1. Eh bien, vous prenez le plan qui prend U, qui passe par U et 1, c'est un unique plan vectoriel, d'accord ? Et l'intersection du plan avec S, bah, ça va être un cercle, évidemment. Et donc le cercle, lui, il est connexe. Donc vous avez un arc de cercle qui va aller de U à 1. Donc vous voyez que vous avez que S est connexe par arc, puisqu'on peut toujours relier un élément de S à 1. Donc deux éléments de S, vous pouvez les relier en passant par 1, par exemple. Hein. Donc ça, vous avez un connexe. Ici, donc l'image d'un connexe, c'est un connexe. Donc forcément, l'image, c'est soit 1, soit moins 1. Donc l'image, c'est 1. D'accord ? Puisque si vous prenez U égale 1, ici, vous avez l'identité, donc le déterminant, c'est égal à 1. Donc ça veut dire que on est dans SO de HIM. Alors bah oui, c'est un morphisme, puisque quand vous allez remplacer U par UV, là, vous allez avoir V, UV-1, ça fait V-1, U-1. Donc on voit bien que l'image de UV, c'est CU rond CV. Ça, c'est une évidence. Hein. Alors, ça y est, on a un morphisme entre S et SO3. Et c'était finalement un peu le but de Hamilton. Je vous raconte une petite histoire. Tous les matins, son fils lui demandait « Papa, can you multiply triplets ?» Il voulait multiplier des triplets pour faire de la géométrie en dimension 3. Et en fait, il n'y arrivait pas. Et il se désespérait. Et son fils lui demandait tous les matins s'il arrivait enfin à multiplier des triplets. Bon. Il a fallu du temps, évidemment, comme toujours en maths, pour se rendre compte qu'on ne peut pas multiplier des triplets, on peut multiplier des quadruplets, mais que ces quadruplets permettent, grâce à la partie imaginaire, d'obtenir de la géométrie sur les triplets. Voilà, c'était une jolie histoire. Donc, ah bah oui, morphisme, ok. Noyau. Bon, noyau. Alors, le noyau. Dire que on est dans le noyau, c'est dire que la conjugaison par U laisse fixe tous les éléments de HIM, par exemple I. Ah, donc ça veut dire que UI, U-1 est égal à I, c'est-à-dire que UI égale IU. Mais quand on écrit UI égale IU, d'accord, avec ces formules, et ces formules-là, on voit tout de suite que ça fait Z égale moins Z et T égale moins T, en multipliant par I. Donc, ça veut dire que Z et T sont nuls. Si on fait pareil avec J, eh ben, ça va nous donner que, avec J, ça va nous donner que
Y et T sont nuls. Donc bref, X, Z et T sont nuls. Donc on a un réel. D'accord ? Et les réels, effectivement, ça agit trivialement par conjugaison. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que le centre de H c'est juste les réels. Bon. Maintenant, comme U appartient à S et qu'il est réel, il appartient à S inter R, donc c'est plus ou moins 1, puisqu'on veut un réel de norme 1. Bien, voilà. Alors maintenant, le plus difficile, maintenant, ça va être quand même de démontrer que c'est surjectif. Alors, allons-y pour la surjectivité. Bon, la méthode NH2G2, bon, que je trouve expéditive, hein, vous avez un morphisme de groupe, donc il suffit de montrer qu'on a des générateurs ici, dans l'image. Alors, on a besoin d'un lemme, on prend VW dans HIM, ils sont orthogonaux si et seulement si VW égale moins WV. Ça c'est facile, hein, d'accord, pour voir s'ils sont orthogonaux, on fait le produit scalaire, ça, il suffit de montrer qu'il est nul, donc quitte à multiplier par 2, ça fait VW bar plus WV bar égale 0, c'est-à-dire moins VW moins WV égale 0, et c'est-à-dire VW égale moins WV. Et la réciproque, c'est la même chose. Alors maintenant, on rajoute le fait que V et W sont de norme 1. Dans ce cas-là, j'affirme que VW est une base orthonormée de HIM. Alors d'abord, V est bien de norme 1, ça c'est de norme 1, ça c'est de norme, norme de V fois norme de W, donc 1 fois 1 égale 1. VW, c'est bien orthogonal. Attention, VW, il faut montrer qu'il est dans HIM, ça c'est facile, parce que VW bar, ça fait W bar, V bar, donc ça fait moins par moins, ça fait plus, donc ça fait WV, ça fait moins VW. Donc ici, ça a bien passé le test pour être dans HIM. Alors ils sont normés dans HIM, les deux premiers sont orthogonaux. Il faut montrer que VW sont orthogonaux aussi. On va le faire avec ce test. Mais ça c'est évident, parce que V fois VW, c'est égal à moins VW, et pareil pour W. Donc c'est une base orthonormée de HIM. Donc là maintenant, ce que je veux montrer, c'est que ici j'ai un système de générateurs. Et le système de générateur que je vais prendre, ce sont les retournements. Oui, je vais prendre un retournement par rapport à un plan. Donc je vais prendre une base orthonormée de mon plan et de ma droite orthogonale. Je vais prendre dans HIM. Et là, je vais prendre CV comme... donc je vais prendre V ici qui est bien dans S, puisque j'ai pris une base orthonormée. Et CV de V, oui, puisque V commute avec V, ça fait V. Hein, ici, oui. CV de W, comme V anticommute avec W, ça fait moins W, et comme il anticommute avec lui, ça fait moins VW. Donc j'ai bien un retournement. Donc, comme j'ai pris une base quelconque, j'ai pris un plan quelconque, hein, d'accord, eh bien, j'ai tous les retournements de HIM, et ils engendrent SO3, donc c'est surjectif, parce qu'on a un morphisme de groupe. Bien. Alors, ça c'était la méthode NH2G2. Je vais regarder la méthode ENS23. Donc, je pars d'un élément de SO de HIM. Il va être en base orthonormée. Il va s'écrire 1, 0, 0. On sait, hein, c'est une rotation de l'espace. 0 cos 2θ, quitte à changer θ en 2θ. Et sin de θ, 0 moins sin de θ, cos de θ. Bien. Alors j'ai pris ce 2θ pour m'aligner avec les notations de l'épreuve. Hein. Et donc, là, cette matrice-là, c'est dans quelle base ? Eh bien, c'est dans une base qu'on peut écrire, hein, V, W, et ici, une fois qu'on a le plan, hein, ici, ce plan-là, il n'y a que deux vecteurs possibles orthogonaux. Il y en a un, c'est VW, et l'autre, c'est moins VW, mais ça ne va rien changer. Donc on peut supposer qu'on est dans une base de ce type-là. On prend une base de ce type-là, et je vais prendre CU
où U, c'est cosinus θ plus sinus θv, où V, c'est le premier vecteur de cette base. Bon, alors d'abord, n de U égale 1, parce que quand vous faites cosinus carré plus sinus carré, ça fait 1, d'accord, d'après la formule ici. U moins 1, ben, c'est le conjugué, puisque la norme de U est égale à 1, donc U bar, c'est égal à 1, donc U moins 1, c'est le conjugué, et le conjugué, c'est cos θ moins sin θv, d'après la formule ici. Donc maintenant, quand je vais calculer CU de V, bah, évidemment, vous voyez bien que V commute avec U, par essence. Hein. Regardez comment ça a été fait. Donc ça fait que la conjugaison sur V, ça fait V. Donc il n'y a pas de problème. Après, on calcule CU de W. Alors CU de W, bon, bah, ça va faire une formule que je vous épargne, mais en gros, au lieu d'avoir des cosinus, on va avoir, si vous voulez, quand on va multiplier le U ici par le U-1, d'accord, mais en passant par le W au milieu, ici, le W va, le VW est égal à moins VW, ce qui fait qu'on va avoir des cosinus carré θ moins sinus carré θ qui vont nous donner un cosinus de θ et un sinus θ cosinus θ plus cosinus θ sinus θ qui nous donne un sinus de θ, et ici en W et ici en VW. Bon, faites le calcul, c'est vraiment direct, vous avez tout ce qu'il faut pour faire le calcul. Bon, ce qui veut dire que dans la base qu'on a donnée, c'est-à-dire VW, VW, ici vous avez 1 à cause de ça, ici vous avez 0 cosinus de θ, sinus de θ, et ici, bah, sachant qu'on est dans SO3, il n'y a pas de choix possible, on est obligé d'avoir ça. Donc faites le calcul si vous voulez, hein, vous calculez CU de VW, c'est faisable, mais vous allez faire 2 fois le même calcul, et ça sert à rien, parce que vous allez trouver ça. Pourquoi? Parce que déjà là, sachant qu'on est dans une base orthonormée, on sait qu'on a une rotation. Hein, et parce qu'on a vu qu'on était dans SO, on a une rotation d'angle de θ hein, par rapport à cet axe, l'axe B. Et donc ici, on a forcément moins sinus de θ, cosinus de θ, et c'est terminé. On a montré ce beau théorème, et le papa Hamilton put dire à son fils, Now I can multiply triplets.